Donc aujourd'hui, on va parler recherche, on va parler des recherches scientifiques et on va en parler de la manière suivante. Donc, c'est une activité intellectuelle visant à la découverte de nouvelles connaissances. Donc, fondamentalement, quand on fait de la recherche scientifique, c'est pour d'abord apprendre à connaître à transmettre, ça c'est l'enseignement, ce qui a déjà été découvert, et c'est découvrir de nouvelles connaissances. Et j'ai prévu un petit exposé en 3 parties. La partie 1, que j'ai trouvé cette phrase hyper banale, l'homme a toujours voulu comprendre le monde et la société dans laquelle il vit, et je me suis dit pourquoi dire ce postulat. Et donc dans la partie 1, je vais vous expliquer le pourquoi l'homme a toujours voulu comprendre le monde et la société dans laquelle il est. Donc, voilà. Dans la partie 2, là je vais vous parler des démarches et des méthodes de la recherche scientifique. Parce que ce qu'il y a d'important, c'est justement la méthode scientifique. Et de nos jours, je pense qu'on en a bien besoin de revivifier un peu ces méthodes. Et la partie 3, ça sera science et société, comment la science et la technologie ont provoqué des mutations profondes dans nos sociétés et sont devenues surtout le levier de notre développement économique, avec les côtés positifs et négatifs, bien sûr, de tout, voilà. Et de vous parler aussi de la diffusion des connaissances. Voilà. Et une petite conclusion sur l'avenir des recherches scientifiques. Vous avez vu, avec le doigt, ça marche très bien. Hein. Voilà. Donc, on est sur la partie 1. Pourquoi faisons-nous de la recherche? Parce qu'en fait, il y a eu une explosion des recherches au XXe siècle, ça c'est clair. Mais même avant le XXe siècle, on faisait de la recherche. Hein, Newton, Galilée, Pascal, tout. Il y avait de la recherche, pas de la recherche de façon massive, mais il y avait de la recherche et il y avait des découvertes déjà. Donc la première chose qui m'a frappée, je ne sais pas si vous connaissez le striatum, certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. En fait, c'est cette petite... ça, c'est à l'intérieur de notre cerveau. Et ce striatum est extrêmement important. Alors, si vous voulez en connaître plus, après ce que j'aurais dit, allez lire Le bug humain de Sébastien Boller. C'est génial, et c'est très bien écrit et très compréhensible. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de ce striatum et en quoi c'est relié à la recherche? Alors ça, c'est un résultat de recherche en sciences cognitives. Hein. En fait, je vais expliquer la recherche par des résultats de recherche en sciences cognitives, c'est logique. Donc, ce striatum, c'est vraiment au profond de notre cerveau, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui fait la survie de l'individu et de l'espèce. Voilà. Et ça, en fait, la survie de l'individu et de l'espèce, c'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est câblé dans notre cerveau. Si je fais l'analogie avec les ordinateurs, il y a ce qui est câblé dans l'ordinateur et le logiciel. Là, on n'est pas sur le logiciel, on est sur du câblé. Quand on a le striatum a ses fonctions, même si vous êtes élevé dans la forêt avec aucun contact social. Voilà. Et en fait, ce striatum a 5 fonctions de base. Nous aider à nous nourrir, c'est-à-dire que ça déclenche un circuit de la récompense pour donc ces 5 fonctions. Quand on mange, pourquoi? Parce que ça permet la survie individuelle, voilà. Quand on se reproduit, c'est la survie de l'espèce. Voilà. Le statut social, c'est parce que nous sommes des animaux sociaux, donc le fait de vivre en groupe, c'est câblé dans notre striatum. Donc je trouve que c'est intéressant de le savoir, parce qu'on ne le sait pas forcément. Il y a, la 4e fonction, je les ai mis dans l'ordre où le Sébastien Boller les a mis dans le bug humain, c'est l'acquisition des informations. L'acquisition des informations fait partie, c'est un besoin criant du striatum. Donc on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas s'empêcher d'acquérir des informations. Et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que votre striatum fonctionne drôlement bien. Mais oui, sinon vous ne seriez pas là. Voilà.
Et il y a une cinquième fonction qui est un peu étonnante. Quand je l'ai lu, je me suis dit, wow, c'est économiser son énergie. Parce que pour la survie individuelle, eh oui, il faut économiser son énergie. Voilà. Donc, c'est amusant parce qu'une fois qu'on sait ça, on se rend compte que toute une partie de notre société est façonnée par ces 5 fonctions de base, dont on n'a pas clairement conscience, mais qui sont maintenant clairement définies dans les sciences cognitives. Voilà. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que l'acquisition des informations, c'est la base de tout le reste. C'est parce que vous avez acquis des informations, que vous savez des endroits où il y a de la nourriture, c'est parce que vous avez acquis des informations que vous retrouverez votre compagne, votre compagnon, c'est parce que vous avez acquis des informations que vous saurez vous positionner socialement et que vous saurez économiser votre énergie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, parce que ça me semble être le soubassement de toutes nos fonctions de survie individuelle et collective. Voilà. Donc il me semble que c'est un élément important parce que ça veut dire que c'est pas par apprentissage qu'on acquiert des connaissances, on a besoin d'acquérir des connaissances et notre apprentissage nous aide à les acquérir, tout simplement. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, et ça vous le savez, ces 5 fonctions qui sont chez tous les êtres humains ne sont pas activées de la même manière selon les individus. Il y en a qui sont plus tournés vers la nourriture, bah ouais, voilà. Il y en a qui sont plus tournés vers la reproduction. Il y en a qui sont plus tournés vers le statut social, vous devez en connaître, voilà. Et puis les chercheurs, c'est des mordus de l'acquisition des informations. Sinon, ils ne seraient pas chercheurs. Voilà. Et vous, je pense qu'il doit être très développé chez vous, puisque vous êtes là. Voilà. L'autre élément qui est important et un peu inquiétant, c'est que ce circuit de dopamine qui se déclenche et c'est du plaisir, hein, et c'est du plaisir, c'est de la passion, etc. Si on n'apprend pas de nouvelles informations, le plaisir s'érode. On est dans le plaisir de la dopamine, on est dans le toujours plus, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose de neuf, si on veut de nouveau avoir du plaisir. Si cette conférence, je vous la fais 3 fois de suite, je vous assure que dès la 2e fois, vous n'allez plus en pouvoir, quoi. Mais c'est vrai pour toutes les conférences. C'est pas vrai que pour la mienne. Moi, j'espère. Voilà. Et ça c'est important parce que ça explique la curiosité insatiable des humains et leur besoin d'acquérir de nouvelles connaissances. Voilà. Quel que soit l'âge, bah, vous savez très bien que le cerveau ne vieillit pas avec l'âge quand même, je ne vais pas vous expliquer ça. Et à condition que vous continuiez à le faire fonctionner. Voilà, tout est là. Bon, donc ça c'est quelque chose d'important et je vais maintenant passer, mais c'est une cause individuelle. Et maintenant je vais passer à une cause collective. Parce que s'il y a des recherches depuis longtemps, l'explosion des recherches c'est au XXe siècle. C'est là qu'on a des recherches à la fois scientifiques et techniques. C'est là qu'on a connu des explosions, on ne va pas en faire la liste parce qu'on y passerait la nuit. Et ce qu'il y a d'important, c'est que, donc ça ce sont des causes collectives, et là j'ai essayé de trouver 2 causes. La première cause c'est le développement économique. Notre développement économique est basé sur l'innovation. Pourquoi? Parce qu'on est sur un modèle de consommation depuis le XXe siècle, et pour consommer, avec ce que je viens de dire sur le striatum, il faut vous donner du nouveau. Si on vous prenons l'exemple du téléphone filaire. Au début, personne n'en avait. Après, tout le monde en a eu. Après, le téléphone filaire, on a changé s'il tombait en panne. Mais on ne pouvait plus développer la consommation vis-à-vis du téléphone filaire. En passant au smartphone, on a créé un besoin nouveau qui est très excitant pour le striatum. Et donc, il y a un appétit d'avoir de nouveau. Donc, si on n'a pas de l'innovation, l'envie de consommer s'émousse.
Et notre développement économique est basé sur la consommation. Et il faut toujours avoir plus de produits pour que ça tire le développement économique et que il paraît que c'est bien. Bon. Ça sera une discussion après. Donc, pour une croissance infinie de nos besoins, il faut constamment innover. Et la recherche est la base de l'innovation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de collectif et de propre au XXe siècle. Nous n'avions pas ce même booster, pour parler français, au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. Il y avait une volonté de recherche individuelle de nouvelles connaissances, mais il n'y avait pas de volonté d'innover pour consommer. Ça ne faisait pas partie de notre conception, en fait, de la société. Voilà. Un autre élément, mais qui est très 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 général et pas propre du tout à la recherche, c'est la faculté qu'ont les humains de coopérer entre eux. Et ça, c'est ce qui nous distingue énormément de tous les autres animaux mammifères. Et notre capacité à coopérer, qui est indispensable pour les sciences, la technique, pour tout ce que nous produisons. Si on ne savait pas coopérer, on ne saurait pas construire une voiture. Hein. Voilà. Et même un ordinateur. Voilà. Et là, si vous n'avez pas encore lu le livre de Harari, Sapiens, je vous incite vraiment à le lire, parce qu'il est fondamental et il l'explique extrêmement bien. Pour pouvoir coopérer, on a le langage pour partager les informations, ça c'est important, et ça tout le monde le sait, mais on a quelque chose qui a été mis en valeur par Sapiens, la création de concepts communs ou de mythes, peu importe, de concepts communs qui font qu'on a des croyances communes au-delà du fait qu'on se connaisse. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des recherches sur Néandertal et Sapiens, et on pense que si Néandertal ne s'est pas diffusé comme Sapiens, c'est entre autres parce que Néandertal coopérait au sein d'une petite famille familiale, cellule familiale ou d'une tribu petite, voilà, avec qui il pouvait avoir des interactions individuelles. Et le propre de Sapiens, c'est de pouvoir coopérer avec des gens qu'il ne connaît absolument pas, mais sur la base de concepts communs qui font ciment. Voilà. Dans les concepts communs, on pourrait avoir, dans les croyances, les conditions scientifiques apportent le progrès. Voilà. La démocratie représentative est le meilleur régime politique. Bon, tout le monde ne pense pas ça, hein, mais il y a quand même une grande communauté, on en fait partie, où on pense ça, ou un autre concept commun, entre guillemets, croyance, la croissance économique résoudra les inégalités. Bon, ça ne marche pas du tout, mais c'est pas grave, ça fait partie quand même de nos croyances, et je ne parle pas d'autres croyances qui sont plus litigieuses et qui posent plus de problèmes. Voilà. Et le fait d'avoir ces concepts communs nous permet de coopérer, et la recherche scientifique fait partie des concepts communs qui structurent la société et même le monde entier. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons 3 bonnes raisons de faire de la recherche, une individuelle et 2 collectives. Et nous sommes enfin, on n'a jamais eu autant de résultats de recherche dans les siècles passés. On est le moment de l'histoire humaine où on a le plus de connaissances scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout. C'est pas tout à fait pareil. Alors, nous allons maintenant, ça c'était la partie 1, nous allons maintenant passer à la partie 2, où on va rentrer un peu plus dans les sciences, l'évolution des sciences et les méthodes scientifiques. Alors, je vous ai fait une toute petite définition des sciences, mais qui me semble importante, parce que c'est la somme de connaissances basées sur des faits, une argumentation, des modèles et des méthodes. Et la science, fondamentalement, s'oppose à la croyance, c'est-à-dire la science, ce n'est pas une croyance. Si on n'a pas des faits, qu'on ne l'a pas démontré, et qu'il n'y a pas d'autres scientifiques qui sont capables de reproduire la même expérience, ou
si ce n'est pas réfutable par une argumentation logique, ce n'est pas de la science. Voilà. Donc la pensée scientifique est une pensée exigeante et humble, puisqu'on sait très bien que de nouvelles connaissances scientifiques peuvent remettre en cause ce qu'on a déjà appris, qu'on prenait pour vrai. Les scientifiques sont assez humbles pour remettre en cause leurs propres connaissances. Ce n'est pas le fait de tous les concepts qui sont véhiculés dans la société humaine. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement particulier. Donc on peut, quand on dit réfutable, ça veut dire rejeter une hypothèse ou une idée avec des arguments précis basés sur des faits. On est toujours sur les faits, l'argumentation et le fait que ce soit reproductible. Et c'est pour ça qu'il y a certains domaines qui existent peut-être, mais qui ne sont pas classés dans les sciences, parce que nous n'aurons pas à le reproduire. Je prends un exemple, la télépathie. La télépathie, en fait, moi je ne sais pas si ça existe ou pas. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas, sur le plan scientifique, réussi à faire suffisamment d'expériences et suffisamment reproductibles pour être sûr que la télépathie existe ou n'existe pas. Donc, moi, dans ces cas-là, je reste hyper neutre, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis, dans l'état actuel des sciences et de l'expérimentation, nous ne l'avons pas mis en valeur, nous n'avons pas réussi à le prouver. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose que dire « je crois que ça existe » ou « je ne crois pas que ça existe ». On n'est pas du tout dans le même registre. Voilà. Science et croyance ne s'opposent pas. Ils n'ont pas les mêmes méthodes et pas les mêmes soubassements, mais ça ne s'oppose pas. Parce que les sciences répondent essentiellement à la question du comment le monde a été créé, on a la théorie du Big Bang, comment le monde fonctionne, comment les plantes fonctionnent, comment les humains fonctionnent, comment le cosmos fonctionne. On va en reparler un petit peu, parce qu'on ne sait pas tout loin de là. Et par contre, les sciences ne répondent jamais à la question du pourquoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer l'un à l'autre, parce que la science, c'est le domaine du comment, et c'est passionnant. Et ça laisse complètement de côté la question du pourquoi. Et c'est pourquoi nous avons fatalement des croyances à côté des sciences, parce que les humains se posent des questions sur le pourquoi, et n'ayant pas de réponse, eh ben, ils ont des croyances diverses et variées qui ne valent pas la peine et qui se battent entre eux pour ça. Voilà, mais ça c'est mon opinion. Alors, donc ça c'est la définition de science, hein, donc réfutable et reproductible. Et j'avais pensé vous parler un peu des classifications, mais je suis allé regarder les classifications d'Auguste Comte, de Jean Piaget, etc. Sciences exactes versus sciences humaines, et je me suis rendu compte que c'était pas ça qui était important, c'était plutôt les méthodes scientifiques et l'évolution des sciences. Donc, dire que les sciences exactes ont des modèles exacts et que les sciences humaines n'en ont pas, c'est faux. Donc, du coup, je n'ai pas voulu approfondir cette question-là, et je préfère passer à une autre caractéristique des sciences, c'est la manière dont les sciences évoluent. En fait, les sciences évoluent de deux manières, mais après je vais vous donner des exemples, ne vous en faites pas. Elles évoluent soit par accroissement de connaissances avec observation, expérimentation, hein, et on va avoir plein d'exemples là-dessus. Hein. J'ai transmission d'informations entre les arbres par les racines, hein. Ça fait partie des choses qu'on a découvertes il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, on pensait qu'un arbre il était isolé dans son coin. Maintenant, non, c'est qu'il communique avec tous les copains et qu'il les avertit quand il y a un prédateur qui arrive. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant. Les exoplanètes, pendant longtemps, moi quand j'étais jeune, on m'a dit, mais il n'y a des planètes qu'autour du Soleil. Après, il n'y a pas de planètes. Hein. Et maintenant, des exoplanètes, on en a découvert des millions, on ne sait plus. Voilà. Et donc maintenant, les gens qui me disent, oui, il y a des exoplanètes, mais il n'y a pas de vie sur les exoplanètes, je dis, attendez de voir qu'on fasse quelques mesures, on verra après, on en reparlera. Voilà. Donc ça, c'est l'accroissement des connaissances qui est extrêmement intéressante et qui nous fait, qui nous ouvre vers le monde. Et on a une autre évolution des sciences qui est par évolution de paradigme.
Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre de référence dans ce domaine, c'est le livre de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, qui explique que le paradigme, c'est donc l'ensemble des observations, des questions, des méthodes et d'interprétation du monde qu'on a à un moment donné dans une science. Et que tout le monde tient pour vrai en fonction des faits, des observations et des expérimentations qu'on a faites. Et il se trouve, et que ça s'est produit plusieurs fois, qu'à un moment donné, le paradigme existant ne répond plus à toutes les questions. Et on fait de nouvelles découvertes qui ne rentrent pas dans le modèle existant. Et donc, quand il ne rentre pas dans le modèle existant, eh bien, il faut changer de modèle. Voilà. Alors, je vous ai donné un exemple, mais je vais surtout vous en donner d'autres. Un sur le paradigme des sciences du vivant, où on est passé du créationnisme à la théorie de l'évolution. Encore qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont revenus au créationnisme. Mais enfin, normalement, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait, pas dans l'autre. Alors, je vais, pour rendre un peu moins ce truc abstrait, je vais vous parler de 2 exemples, et même 3, tant qu'on y est. Alors, le premier exemple d'accroissement des connaissances, celui-là, je l'aime bien, c'est l'exemple du sélacanthe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du sélacanthe. Le sélacanthe, on en avait découvert à partir des années 1800, plein sous forme fossile. Et là, vous avez une photo d'un sélacanthe fossile. Et à l'époque, quand on a découvert cette espèce fossile, il y en avait partout, hein. Et on pensait qu'ils avaient été détruits en même temps que les dinosaures. Vous savez, quand la météorite elle a fait la nuit, pas nucléaire, mais voilà. Pas loin. Ben, ça a tué une bonne partie de la vie sur Terre. Et on en avait trouvé avant, et donc on avait pensé qu'ils n'existaient plus. Et on pensait, dans la théorie de l'évolution, que ça pouvait être un candidat de chaînon manquant entre les poissons et les tétrapodes. Pourquoi? Parce qu'il avait deux petits lobes dessous, dont on a pensé qu'ils pouvaient l'aider à marcher sur le sol, dans l'eau, hein. Mais voilà. Et il avait un embryon de poumon. Alors, entre l'embryon de poumon et les lobes qui étaient en dessous, on s'est dit, c'est peut-être le chaînon manquant entre les poissons et les tétrapodes, et puis après, l'évolution, on n'en parle pas. Et il se trouve qu'au XXe siècle, on a trouvé des sélacanthes vivants, près des îles des Comores, à des très grands fonds. Ils n'étaient plus du tout en surface. On pense d'ailleurs que s'ils ont résisté, c'est parce qu'ils étaient très bas, à plus de 300 mètres de profondeur, même 500 mètres de profondeur. Et du coup, on a pu commencer à les étudier que dans les années 1970, parce qu'il fallait en capturer un vivant, ça a été compliqué, voilà. Et maintenant qu'on les a observés, qu'on les a vus vivre, on s'est rendu compte que le sélacanthe, c'était un poisson. Il était très sympa, il était très bien, et il avait, à un moment donné, il était très nombreux sur Terre, là il était moins nombreux, mais ça ne pouvait pas être le chaînon manquant. Voilà. Donc, je trouve que c'est un exemple intéressant où on a une hypothèse, et puis, si on n'avait pas trouvé des sélacanthes vivants, je pense qu'il serait resté le chaînon manquant. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver notre chaînon manquant, mais peut-être qu'on en trouvera. Voilà, ça c'est un exemple d'accroissement des connaissances. Je vais vous prendre des exemples de révolutions de paradigme. Alors, le livre dont je vous ai parlé de Thomas Kuhn parle beaucoup de physique. Alors bien sûr, là, on retrouve le paradigme de Ptolémée, quand on pensait que c'était la Terre qui était le centre de l'univers et que tout tournait autour de la Terre. Ça devait être confortable comme croyance. On a eu après le paradigme de Copernic, là c'est différent. C'était une vraie révolution et un vrai changement de paradigme. On n'était pas dans un accroissement de connaissances, on était dans une révolution des connaissances, et du fait que nous on tourne autour du Soleil. Après on a eu Newton qui a rajouté la loi de la gravitation. Ça aussi c'était un changement de connaissance important. Voilà. Et puis on a eu Einstein. Et on n'a certainement pas fini, parce que
On ne peut pas être encore totalement satisfait de la manière dont les concepts de physique ne sont pas unifiés. Voilà. Je voulais vous donner aussi un autre exemple plus récent, beaucoup plus récent, c'est de l'informatique à l'intelligence artificielle. Quand j'ai commencé à faire de l'informatique, l'ordinateur était un exécutant bête. C'était nous qui donnions l'ensemble de l'algorithme et des instructions à la machine qu'elle exécutait. La machine ne faisait rien, strictement rien d'elle-même. La machine était un vrai exécutant d'algorithmes entièrement déterministes et conçus par l'homme. Voilà. Donc quand on disait, quand il y avait des gens qui me disaient c'est la faute à l'ordinateur, ça me faisait toujours rire, parce que comme c'était nous qui les avions programmés, c'était jamais la faute à l'ordinateur, c'était la faute à la personne qui avait programmé l'ordinateur, ou à la personne qui rentrait les données. Il y avait deux sources d'erreur, celui qui rentrait les données et celui qui avait fait le programme, mais certainement pas la pauvre machine. En passant à l'intelligence artificielle, on change de paradigme, parce que dans les systèmes experts, on a mis des capacités, on a donné des capacités de déduction à la machine, qu'elle n'a pas dans l'informatique classique, et maintenant, et c'est là la vraie révolution de l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'auto-apprentissage de la machine, et qui du coup, ayant une capacité d'auto-apprentissage indépendante des données que nous lui donnons, acquiert une sorte d'autonomie. Voilà. Je pense qu'on va encore avoir de grandes révolutions dans ce domaine. On en est au balbutiement, en fait, des capacités de l'intelligence artificielle. Et ça sera une source de réflexion pour plus tard. Et je vais vous donner un troisième exemple que je n'ai pas écrit, parce qu'il porte à la fois sur l'accroissement des connaissances et la révolution de paradigme. Je ne sais pas si vous avez hier soir regardé, il y avait une émission sur la 5 sur les télescopes spatials de Hubble. C'était extrêmement bien résumé, parce que quand même 32 ans dans l'espace à 500 km pour aller prendre de meilleures photos que tout ce qu'on pouvait faire sur Terre, parce que sur Terre c'est normal. L'atmosphère terrestre nous crée un certain trouble. Et ce qui a été fait grâce aux photos qu'ont pu prendre le télescope spatial une fois qu'il n'était plus myope, parce que le gros problème du télescope, c'est que pendant 3 ans il a été myope. En fait, les humains qui avaient fabriqué le miroir, ils s'étaient un peu plantés. Voilà, ça a coûté très cher. Hein, je crois que ça a coûté 500 millions le fait qu'il se soit planté. C'est pas mal. Du coup, on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé quand on prenait les photos sur Terre. D'abord, que l'univers était beaucoup plus grand que ce que l'on pensait. À l'heure actuelle, Hubble a réussi à photographier, entre guillemets, 100 milliards de galaxies, pas de système solaire, de galaxies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Et surtout, il a réussi à photographier des choses qu'on a appelées de manière, j'allais dire, poétique, les piliers de la création, qui sont des endroits où se créent des nouvelles étoiles. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument fantastique. On n'imaginait pas qu'on était sur Terre, qu'on était capable de voir dans l'espace très lointain des endroits où se créent de nouvelles étoiles. En ce moment. Donc ça change complètement notre manière de penser, et on a découvert aussi énormément de trous noirs. On pensait qu'il n'y en avait que très très rarement dans l'univers, et là on sait qu'on en a pratiquement un par galaxie, et en même temps on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, on ne sait pas très bien comment est la physique à l'intérieur de ça, quel est leur vrai rôle vis-à-vis de la galaxie, et on a découvert autre chose, c'est qu'on savait que l'univers, depuis la théorie du Big Bang, était en expansion, mais on pensait qu'il était en expansion de façon linéaire. Et on s'est rendu compte, grâce à Hubble, qu'il est en expansion, en accélération. C'est-à-dire il accélère, l'expansion accélère, et ça, c'était pas prévisible avec les paradigmes actuels. Donc on est au départ je ne sais pas quel sera le prochain paradigme dans ce domaine, mais il est certain qu'on aura un autre, parce que tout ce que nous a fait découvrir Hubble n'est pas explicable. Hein.
par les théories actuelles. Voilà. Donc ça, je trouve ça fantastique, hein. C'est pas vous, moi je trouve ça... Et du coup, un des créateurs de Bull disait, en définitive, les observations fantastiques qu'on a pu faire avec Bull nous apportent plus de questions que de réponses. C'est-à-dire qu'on a eu des réponses qu'on attendait, mais du coup on se pose encore plus de questions et on voit bien que ce ne sera pas un simple accroissement, mais qu'il va falloir faire un saut dans un nouveau paradigme. Voilà, donc moi je trouve ça passionnant, je ne sais pas vous, mais moi j'aime. Voilà. Bon, on va revenir à des choses sérieuses, mais on y était aussi, je sais. Sur la modélisation scientifique. Alors, une des choses qui est importante, c'est que le monde réel, ben, il est trop complexe. Donc pour nous raisonner avec nos capacités cognitives, qui sont bonnes, certes, mais pas infinies, nous avons besoin de simplifier le réel. Et donc tous les scientifiques, chaque science, a des modèles, hein, qui font partie d'ailleurs de leur paradigme, et qui permettent de simplifier le réel, mais en même temps d'être assez proche du réel pour arriver à expliquer comment le réel va évoluer. Parce que si on modélise le réel et qu'on n'en fait rien, c'est pas très intéressant. Il faut en plus pouvoir après agir sur ce réel, et là on a besoin de cette fameuse boucle. Avec le souci de la carte n'est pas le territoire, donc le modèle n'est pas le réel. Hein. Et si on prend l'exemple de l'économie, d'abord en économie il y a plusieurs modèles, il n'y a pas un modèle. Il y a même des écoles qui se battent entre elles parce qu'elles ne sont pas d'accord sur le même modèle. Et pour le moment, quand même, il faut le dire, moi qui étais dans une fac, dans une université où il y avait de l'économie, les modèles économiques sont faiblement prédictibles. Parce qu'ils arrivent bien à expliquer le passé, ils vous expliquent pourquoi il y a eu une crise il y a 10 ans, et puis ils vont vous dire, eh bien, il va y avoir une crise. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, voilà. Donc là, on voit bien que une grande manière de progresser pour une science, c'est d'affiner ce modèle par rapport au monde réel. Voilà. Et qu'il y a des moments où c'est plus simple que d'autres. Voilà. Et quand les modèles sont à la fois des modèles mathématiques, mais ont besoin de modèles de sciences humaines, parce que dans l'économie, il y a des humains, il n'y a pas que des équations mathématiques, et bien à ce moment-là, ce sont des modèles beaucoup plus complexes à mettre en œuvre et qui marchent moins bien. On a un autre endroit où les modèles marchent et ne marchent pas, c'est en météo. En météo, ils marchent, mais ils ne marchent pas à long terme. Si 5 jours, c'est le max du max. Hein. Et même à 5 jours, il suffit qu'il y ait eu un petit changement sur l'Afrique du Nord, où vous savez le fameux papillon sur Pékin qui bat des ailes et qui crée une tornade dans le Pacifique. Bon, ça c'est une caricature, hein. Mais et là, c'est la complexité des modèles et c'est la complexité du réel, en fait, qui fait que, alors que nous avons des ordinateurs très puissants, parce qu'il faut, si on n'avait pas d'ordinateur, on ne ferait aucune prédiction météo, aucune prévision météo, mais même avec des modèles très sophistiqués et des ordinateurs puissants, on n'arrive pas à voir très très loin parce que notre modèle est trop éloigné du monde réel. Voilà. C'est pour vous montrer qu'à la fois on a besoin de modèles sinon on n'arrive pas à penser, et en même temps les progrès de la science viennent de ces boucles qui essaient de rapprocher le modèle du monde réel. Voilà. Alors, moi qui ai fait initialement des études en maths puis en physique, avant de faire de l'informatique, je croyais que ce concept de modèle monde réel, c'était la base de toute science. Je me suis rendu compte très vite, en faisant des maths, qu'en fait non. En maths, on peut travailler sur des modèles sans aucune référence au monde réel. On s'en moque complètement. Si plus tard, un siècle après, il y a quelqu'un qui utilise le modèle qu'un grand mathématicien a pensé et que ça sert à quelque chose, eh bien tant mieux. Et si ça ne sert jamais, eh bien c'est pareil. On a quand même pris un plaisir fou
à faire un modèle mathématique, parce que le modèle mathématique, c'est une grande, comment dire, une grande jouissance intellectuelle. Voilà. Et donc ça peut rester une jouissance intellectuelle sans aucune application. Par contre, après, des fois, dans le monde réel, on se rend compte que tel modèle mathématique qui a été développé, la topologie ou d'autres, ben, ça pourrait servir et du coup on s'en sert. Et là, j'ai découvert, mais alors là, c'est parce que je suis allée une fois dans un laboratoire pharmaceutique, et là, à mon grand étonnement, on travaillait sans aucun modèle. C'est-à-dire que je suis tombée, et je ne savais même pas que ça existait, sur des recherches qu'on peut appeler, je vais appeler pudiquement ça essai-erreur, mais en fait c'est des recherches à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance quelle molécule va pouvoir agir sur telle bactérie ou tel virus. On ne le sait pas à l'avance. Et du coup, on fait, en anglais ça s'appelle screening, en français ça s'appelle le criblage, c'est-à-dire qu'on fait des milliers de tests avec la même bactérie qu'on met partout, et on teste plein de molécules chimiques ou plein de plantes, pour voir s'il y en a une qui va réagir sur le substrat qu'on veut soigner. Et donc c'est pour la recherche d'antibiotiques, pour la recherche de médicaments anti-cancer, voilà. Il y a une partie de la chimie et de la biologie qui fonctionne sans modèle prédictif. Et donc on fonctionne par essai-erreur. Ce qui explique du coup le coût de développement d'un médicament. Parce que vous cherchez un peu en aveugle, après vous trouvez des molécules qui commencent à agir, mais c'est pas fini. Parce que si vous avez travaillé à partir de plantes, il faut après l'épurer et faire la synthèse chimique, et après il faut faire les tests in vivo. Parce que le test in vitro ne veut pas dire que le test in vivo va marcher. Pourquoi? Parce que nous, humains, eh ben, on est beaucoup plus complexe qu'un tube à essai. Et ce qui peut marcher pour un tube à essai ne va pas forcément marcher pour nous. Voilà. D'où après, on a le problème de l'effet placebo, donc il faut faire ça en double aveugle. Et donc, moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi ces recherches étaient chères, longues, et que vous savez qu'à l'heure actuelle, on a un problème avec les antibiotiques. On a une partie de nos antibiotiques qui sont moins efficaces parce que certaines bactéries ont trouvé des moyens de contourner le problème. Et on a un problème de recherche dans des nouveaux médicaments qui arrivent et qui marcheraient. Mais voilà pourquoi c'est cher. Voilà, c'est cher, c'est complexe et c'est un peu un aveugle. Voilà. Alors depuis, on fait aussi de la modélisation en bioinformatique, mais ça coûte cher aussi. Et en fait, l'absence de modèle, voilà, on peut faire de la recherche scientifique même si on n'a pas de modèle. Mais c'est plus long et plus cher. Après, je voulais vous parler un petit peu de deux types de recherche scientifique. C'est écrit un peu petit, hein? Ouais. Alors je vais vous le dire. Qui sont la méthode cartésienne et la méthode systémique. À l'heure actuelle, souvent, vous entendez, surtout les financiers, ils disent « Oh, il y a un risque systémique ». Ils n'expliquent jamais ce que c'est. Mais on sent bien que c'est grave. Et c'est important parce que jusqu'au moins à la moitié du XXe siècle, on a toujours utilisé la méthode dite cartésienne pour décomposer un problème. C'est-à-dire que on prend un problème, on essaie de le décomposer en éléments plus simples, puis de résoudre le problème pour chaque élément simple, et puis on reconstitue. Ça, c'est une méthode qu'on a utilisée pendant des siècles en recherche, qui marche bien pour les systèmes simples, mais qui ne marche pas pour les systèmes complexes. Voilà. Et donc, pour les systèmes complexes, cette méthode ne marche pas, parce que quand vous décomposez un système complexe en éléments simples, comme du coup vous avez détruit les interrelations entre les éléments, les solutions que vous allez trouver pour les éléments simples ne marcheront pas pour l'élément complexe. Voilà. Et c'est pour ça aussi que les tests in vivo et in vitro ne marchent pas de la même manière. Voilà. Et au départ, ce sont des biologistes qui ont trouvé la méthode systémique, c'est-à-dire que le système, surtout les systèmes, ça s'applique beaucoup aux systèmes vivants,
Les systèmes vivants ont une finalité, au moins de survivre, ce qui après tout est une finalité. Voilà. Et du coup, ils ont des boucles de régulation et de rétroaction pour continuer à survivre, même si l'environnement bouge. Voilà. Et les interrelations entre les parties sont au moins aussi importantes que les parties elles-mêmes. Donc on ne peut pas décomposer un système pour l'analyser. Il faut le prendre dans son ensemble. Et après, un des autres problèmes, et donc du coup la fameuse phrase qu'il faut retenir, le tout est plus que la somme des parties, c'est-à-dire que quand on remet ensemble les parties, le comportement du tout n'est pas le simple décalque du comportement de chacun des éléments qui le constituent. Voilà. Et ça, c'est un élément important. Et cette méthode systémique est la base des recherches pluridisciplinaires, alors que la méthode de Descartes, c'est plutôt les recherches monodisciplinaires. Et du coup, quand on dit qu'il y a un risque systémique, c'est que on a un peu peur parce qu'on ne sait pas si une modification qui a lieu là va pas engendrer une modification en chaîne, et sur une chaîne qu'on ne connaît pas bien parce qu'on n'a pas tout modélisé le réel, voilà, et que du coup on va avoir des effets un peu imprévisibles. Voilà, pas un peu imprévisibles, beaucoup imprévisibles. Et voilà, donc je trouve que c'est quelque chose d'important parce qu'à l'heure actuelle, la méthode systémique se développe énormément dans toutes les sciences. Ici, à Toulouse, il y a un institut des systèmes complexes qui s'est créé et qui regroupe plus de 400 chercheurs, mais des chercheurs de toutes les disciplines. Parce que l'intérêt, c'est de coopérer ensemble pour arriver à comprendre comment fonctionne un système complexe et comment il va évoluer. En fait, le problème, c'est comment prévoir comment évolue un système complexe. L'économie fait partie des systèmes complexes et c'est pour ça qu'on n'est pas encore au top parce qu'il y a encore quelques recherches à faire dans ce domaine. Voilà. Après, je vous ai pris quelques exemples de recherche actuelle. Si je fais trop long, vous me le dites, hein, parce que je ne vois pas passer le temps. Hein. Vous, peut-être, mais non. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais vous prendre quelques exemples pluridisciplinaires. Les sciences cognitives, c'est du pluridisciplinaire, parce que ça croise à la fois des recherches en neurologie, en psychologie, en informatique et en linguistique. Hein. Voilà. Et si on a maintenant de bons résultats en sciences cognitives, on a des résultats, je ne dis pas qu'on sait tout, mais on a déjà des bons résultats. La preuve, je vous en ai parlé au tout début. C'est ce côté pluridisciplinaire qui est important. Et j'ai trouvé récemment une étude, quelque chose de pluridisciplinaire que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est la fouloscopie. C'est l'étude des foules, du comportement des foules. Et l'étude des comportements des foules, alors je vous signale qu'il y a un livre, voilà, le livre de Mehdi Moussaïd qui s'appelle Fouloscopie, et il a plein de vidéos sur YouTube. Il est extrêmement pédagogique, il est plaisant et pédagogique. Voilà. Et en fait, c'est un regroupement entre l'éthologie, la biologie, la physique, la psychologie et l'informatique. Et avec ça, ça lui permet de prévoir les déplacements collectifs et la manière dont il peut y avoir des problèmes. Vous voyez, à mon avis, on aurait fait appel à lui, ça aurait bien aidé récemment pour une finale, là. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la propagation, l'information se propage, et en particulier les fausses rumeurs. Ils ont fait des études là-dessus, et c'est extrêmement intéressant, et très d'actualité. Voilà. Et puis, il y a aussi des choses qui ont été faites sur l'intelligence collective, comment une centaine de personnes arrivent, qui travaillent sur une même question, arrivent à avoir du coup un jugement qui est du niveau d'un jugement d'expert. Donc ça c'est très paradoxal, mais il y a beaucoup d'expériences faites dans ce domaine. Et au niveau organisation, l'émergence des leaders. Voilà. Il vient de faire un petit YouTube sur l'émergence des leaders qui est extrêmement bien fait. Voilà. Donc si vous voulez voir au niveau sociologique, c'est extrêmement intéressant. Voilà.
Une autre recherche pluridisciplinaire qui est assez passionnante, c'est celle de Jean-Marc Jancovici. Alors je ne sais pas si on dit Jancovici ou Jancovici, bon, peu importe. Qui lui, c'est un polytechnicien normal, je ne sais plus, qui a fait le lien entre la physique et le développement économique. Et ça, c'est extrêmement original. Alors lui aussi, sur YouTube, il y en a plein, voilà. Et puis il a fait un truc qui s'appelle le Shift Project et qui est extrêmement intéressant. Et donc, il montre comment le développement économique a été extrêmement important au XXe siècle, basé sur une dépense d'énergie qu'on n'avait jamais connue avant. Et que si on se met à avoir moins d'énergie, on va avoir un vrai problème au niveau du développement économique. Et en même temps, si on continue à dépenser autant d'énergie, on va avoir un problème au niveau du réchauffement climatique. Donc, il regarde tous ces aspects-là, c'est absolument passionnant. Voilà. Donc, c'est pour vous donner envie de continuer à lire après. Hein? Oui, ouais, mais c'est intéressant de l'entendre, parce qu'il est très pédagogue. Voilà. Et il est sur YouTube aussi, comme tout le monde est sur YouTube. Voilà. Et après, j'ai parlé de grands défis, mais je vous en ai parlé un peu. La théorie du tout en physique, hein, d'écrire de manière cohérente le cosmos et la physique quantique, ça fait partie des grands défis. Un autre grand défi dont on me parle beaucoup en ce moment, les gens disent on n'aura plus de problème d'énergie parce qu'il y a la fusion. Et la fusion va remplacer la fission, et c'est vrai que c'est mieux la fusion que la fission. Je l'ai qualifié de grand défi parce que théoriquement c'est génial, pratiquement on ne sait pas encore le faire. Mais c'est une piste, hein, et c'est un grand défi. Hein. C'est pour ça que je vous l'ai mis là-dedans. Bon, je vous ai parlé un peu des méthodes scientifiques. Maintenant, on va parler de recherche et innovation. Et puis, donc on rentre dans la partie 3. Voilà. Ça va ? Une heure, j'aurais fini dans 20 minutes. Voilà. Je vous ai mis des définitions de recherche et développement et des définitions d'innovation. Ce qu'il y a d'important, c'est dans les recherches, de distinguer les recherches sur les biens communs et les recherches de nouveaux produits. Parce que qu'est-ce que c'est les biens communs? C'est l'air, l'eau, l'atmosphère, le climat, les sols. Ça, c'est des biens qui appartiennent à l'humanité. Voilà. Et ces recherches sont importantes. Et l'ennui, c'est qu'elles ne sont pas tirées par le développement économique. Ce n'est pas les entreprises qui vont financer les recherches sur le bien commun. Et non. Ça ne peut être que des institutions. D'où l'importance au niveau politique de savoir combien on met sur la recherche sur les biens communs et combien on met sur la recherche sur les nouveaux produits. Sur les nouveaux produits, on a souvent des cofinancements d'entreprises. Mais sur les biens communs, on n'a que des financements institutionnels, donc l'Europe, l'État, la région, l'institution, des gens qui travaillent pour le bien collectif. Et ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Voilà. Les autres innovations qui sont importantes, outre la définition que je vous laisse lire, c'est la différence entre innovation incrémentale et innovation de rupture. Tout à l'heure, je vous ai parlé du téléphone filaire et du smartphone. Là, on est dans une innovation de rupture. Mais à l'heure actuelle, dans les smartphones, on est sur de l'innovation incrémentale. Je ne sais pas si vous êtes passé de l'iPhone 7 à l'iPhone 11. Ouais, les photos sont de meilleure qualité. Ouais. Et il est un peu plus rapide. Ouais. Et il est un peu plus mince. Ouais. Bon, c'est pas excitant. C'est pas excitant. Alors que quand on a commencé à voir les premiers iPhones, là on était sur quelque chose, waouh, on découvrait. Voilà, maintenant on découvre plus beaucoup, quoi. Le GPS est une innovation de rupture. Hein, parce qu'avant, bêtement, on avait des cartes. Hein. C'est comme ça que je me suis planté pour venir à Arzins, grâce au GPS, qui m'indiquait qu'il fallait que je tourne à droite, alors que le panneau me disait qu'il fallait que j'aille à gauche. Voilà. Hein, mais
à part ça, à part quelques petits bugs, le GPS est une véritable innovation de rupture et s'imbibe partout dans notre vie, hein, quand même. Voilà. Donc, on continue. Je vais vous parler donc des objectifs et du financement. Alors, j'ai trouvé cet objectif décrit dans un manuel européen. Et je le trouve fantastique, cet objectif. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans l'avenir de l'Europe. Waouh! Hein, rien que ça. Ces investissements permettent à l'Europe d'être compétitive à l'échelle mondiale, de conserver son modèle social unique et d'améliorer le quotidien de millions de personnes ici en Europe et dans le monde, en contribuant à résoudre certains des plus grands problèmes sociétaux. Vous vous rendez compte? L'objectif, il est fantastique. Là, moi j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, là, ça décoiffe. Hein. Le gros problème qu'on a en Europe, hein, c'est la complexité de nos financements. Ça, c'est l'immense problème. Parce qu'on a des financements, on a un peu de l'Europe, un peu de l'État, un peu de l'Agence nationale de la recherche, un peu du conseil régional, parfois aussi d'une communauté de communes, etc., plus des entreprises. Et on a, moi je sais que quand j'ai quitté mon travail à l'université, c'est parce que j'en avais assez de passer mon temps à chercher de l'argent au lieu de chercher. C'est-à-dire que je passais plus de temps à chercher de l'argent qu'à chercher, ce qui, au bout d'un moment, pour les chercheurs, est quand même un problème. On aimerait avoir du temps aussi pour faire autre chose que de chercher de l'argent. Voilà. Et le fait qu'on ait un millefeuille, une complexité, des dossiers extrêmement complexes à monter, les dossiers européens, il y a des retards de paiement pas possibles, après il faut faire la preuve de tout ce qu'on a fait, etc. Ça, c'est un frein énorme au niveau des recherches en Europe. Et je ne l'ai pas écrit ici parce que je suis un peu pudique, mais aux États-Unis et en Chine, ils ont des modèles radicalement différents. En Chine, c'est l'État qui décide, mais du coup, quand il met de l'argent, il le met, point. Après, s'il n'en met pas, il n'en met pas, hein, mais s'il en met, au moins les chercheurs, ils ont l'argent. Et aux États-Unis, on a une agence qui finance globalement la recherche. Et on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent tout partout. Et surtout, dans les deux cas, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, ils réagissent vite. C'est-à-dire que quand il y a un bon projet de recherche, il est financé avec des grosses sommes et pour un certain temps. Voilà. Nous, on a vraiment des difficultés parce qu'on est beaucoup financé sur projet. Alors des fois, sans des recherches fondamentales, c'est pas un projet, on ne sait pas ce qu'on va trouver, donc ça c'est un problème. Les recherches sur les biens communs dont j'ai parlé sont pas toujours financées. Maintenant on s'y remet, mais il fut un temps, il n'y a pas très longtemps, où il n'y avait pratiquement plus de recherche sur les biens communs. Voilà. Et la complexité fait que nous perdons de bons chercheurs. Voilà. Un gros problème, je trouve, en Europe, c'est la perte de chercheurs très bien formés, parce que nous savons former les gens. Hein, on sait très très bien les former, mais hélas, après, ils vont voir ailleurs. Voilà, ça c'est un problème. Je vais finir cet exposé en vous parlant un peu de culture scientifique et technique. Je fais comme à la fac, je m'arrête et ça marche. La culture scientifique et technique, c'est la volonté qu'ont tous les États de diffuser les découvertes scientifiques auprès de tous les publics. Et en fait, il y a plein de raisons, mais il y a faire découvrir la démarche scientifique au plus grand nombre, mais il y a aussi, surtout, les faire adhérer au progrès scientifique. Et si vous ne diffusez pas les nouvelles données scientifiques, vous ne faites pas adhérer les gens. Voilà. Et un des soucis, une autre raison aussi, c'est de susciter des vocations. À partir du moment où notre développement économique est basé sur l'innovation, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur cette innovation, et faire de la culture scientifique, c'est un moyen de susciter des vocations. Voilà. De susciter l'enthousiasme, de susciter l'adhésion, etc. Et d'éviter aussi les freins et les craintes. Voilà. Un des problèmes qu'on a, je trouve, en France,
c'est que, mais c'est pas qu'en France, hein, beaucoup de journalistes sont très peu formés aux sciences. Et donc, aux nouvelles, vous entendez, il y a beaucoup de découvertes scientifiques. De temps en temps, on en parle d'une, et pas forcément toujours de façon très explicite et très claire, mais on n'en parle pas du tout à la hauteur de la vitalité des sciences. Et le fait que les journalistes ont carrément, non pas du tout de formation scientifique, font qu'ils ne vont pas spontanément se mettre à essayer de recueillir des informations sur lesquelles ils ne se sentent pas terriblement à l'aise. Voilà. Donc moi je trouve que ça fait partie des petits problèmes que nous avons en France, et du coup qui aboutissent au problème suivant, c'est que du 19e, en partant du 19e siècle jusqu'à presque la fin du 20e siècle, on a beaucoup été dans l'enthousiasme des découvertes scientifiques. Pierre et Marie Curie étaient des gens qui étaient adulés, mais adulés, vraiment. Les grands scientifiques étaient considérés comme aussi bien que des grands footballeurs à l'heure actuelle. Voilà. Et ils étaient vraiment les gens, même s'ils ne comprenaient pas bien, ils avaient l'impression que ça allait apporter le bien-être, le progrès. On allait trouver des choses pour soigner les maladies, etc. Donc il y avait un grand enthousiasme, une grande foi en la science. Voilà. À l'heure actuelle, on n'est plus du tout sur le même modèle vis-à-vis du grand public. Moi qui ai fait de la culture scientifique, donc j'ai mis 3 trucs. On a des peurs et des doutes à l'heure actuelle. Il y a des gens qui disent « ouais, la radioactivité c'est bien, mais maintenant on a de nouveau un danger de guerre nucléaire. Donc vous auriez peut-être mieux fait de rien faire du tout, on aurait été plus tranquille. » Mais oui, ils ont peur quoi, voilà. Ils ont peur des guerres bactériologiques, ils ont peur de la pollution, ils ont peur du contrôle par l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, il y a de la peur. Il y a de la peur, et du coup, ils veulent plus, et ça explique une partie aussi des théories du complot, quoi, parce que c'est la peur, on ne croit plus les gens. Après, là c'est encore pire, il y a le négationnisme, la remise en cause totale de la science. Aux États-Unis, quand même, j'ai même entendu dire qu'il y a des gens qui professent que la Terre est plate. Quand même, il faut y arriver. On a plein de photos de la Terre vue du ciel. Arriver à expliquer qu'elle est plate, ils sont forts, hein, les mecs. Bon, la thèse de créationniste, quand même, même si on n'a pas découvert tous les chaînons manquants dans la théorie de l'évolution, on a quand même plus d'éléments du côté de la théorie de l'évolution que de l'autre, où on n'a aucun élément. Voilà. Donc, le négationnisme est un vrai grand problème. Je ne parle même pas du négationnisme sur le réchauffement climatique, où certains présidents de la République aux États-Unis ont expliqué que ça n'existait pas. La preuve, il avait fait froid un jour, et il a bien montré que du coup, comme il avait fait froid, c'est qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Voilà. Et après, on a par contre aussi une autre tendance, qui est la tendance technophile. Nous serons sauvés par les sciences et les techniques. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fort, qui pour moi est aussi un peu de l'ordre de la croyance, parce que c'est vrai qu'on a fait des choses absolument fantastiques, et c'est pas pour ça que nous saurons tout résoudre. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus modeste dans ce domaine, mais la société à l'heure actuelle est divisée sur la science. Nous n'avons plus l'adhésion des débuts de la science. Nous ne l'avons plus, l'adhésion massive. On a maintenant des groupes qui se divisent, et au moins en 3 catégories, voire en plus. Voilà. Et nous allons arriver au transparent de conclusion quand même, conclure un jour, qui est très personnel, hein. Donc ça pourrait être l'objet de débats et de discussions. Nous avons, dans tous les cas, nous allons continuer à faire des recherches, car c'est inhérent à notre nature humaine, à la fois individuelle et collective. Donc,
aller dire ouais, c'est vachement dangereux la science, il faut tout arrêter. Non, on n'arrêtera pas. On ne peut pas arrêter. Hein. Vous avez vu, c'est la partie 1, on est sûr de continuer. Voilà. Donc du coup, comme ça fait partie de notre nature et qu'on en a besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, il faut voir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc j'ai fait 2 diapos là-dessus. Le premier, c'est avec les scénarios tout technologiques. Hein. Il y a à l'heure actuelle une tendance à ce qu'on appelle la haute intensité technologique, l'homme augmenté. Vous avez entendu parler de ces recherches de l'homme augmenté, où on vous remplace pièce par pièce, de manière à pouvoir vivre le plus longtemps possible, voire acquérir l'immortalité. Il y a des gens très riches qui financent des programmes d'immortalité. Moi, je n'y crois pas trop, mais bon, ils ont peut-être raison. Hein. Ou, récemment, tiens, puisqu'on est en train d'esquinter complètement la Terre, on va aller coloniser Mars. Bon, moi, je préférerais qu'on garde encore un peu la Terre. Elle m'a l'air pas si mal que ça. Voilà. Et coloniser Mars, quand même, j'ai un peu regardé le problème, c'est pas trivial. Hein. C'est pas trivial, parce qu'on part d'un truc où il n'y a pas du... Enfin, il y a beaucoup. Après, on a les scénarios de préservation de l'habitabilité de la Terre. Ça, c'est un nouveau mot, l'habitabilité de la Terre. Voilà. Mais qui sont basés sur une très forte décroissance pour diminuer de façon drastique la consommation d'énergie et de matière. Et là, on a tout le courant de collapsologie qui nous explique qu'on est tellement mal parti que dans tous les cas, on va avoir un effondrement systémique. Allez, on revient systémique. Moi, j'ai lu ces travaux-là, comme je m'intéresse à la systémique, ils m'ont un peu troublé. En même temps, je suis quelqu'un d'optimiste et je pense qu'on peut toujours essayer de ne pas tomber dans l'effondrement et qu'il y a peut-être d'autres scénarios. Et dans les scénarios intermédiaires, c'est pour ça que je vous parlais de Jancovici ou de Negawatt, c'est qu'eux, ils ont des scénarios intermédiaires où ils se basent sur des innovations technologiques pour diminuer la consommation d'énergie et faire des technologies plus simples, plus faciles à recycler et plus basées sur la coopération humaine. Voilà. Donc, tous les scénarios sont ouverts à l'heure actuelle. Moi, je ne crois pas trop au scénario tout technologique. Je pense, mais bon, peut-être que je me trompe, mais on est à une croisée de chemin à l'heure actuelle, mais avec la recherche qui continuera dans tous les cas. Et donc, le grand défi qu'on a à l'heure actuelle, c'est le fait de la croissance infinie dans un monde fini. Notre monde, il est petit. Hein, quand on le photographie de l'extérieur, elle est très jolie, la Terre elle est toute bleue, elle est magnifique, mais elle est toute petite quand même. Hein. Et on a réussi, parce qu'on s'est reproduit énormément, et parce qu'on a fait énormément de recherches, et parce qu'on a fait énormément d'innovations et de consommation, à mettre en péril l'équilibre qu'il y avait avant qu'on y soit. On est fort, hein, on est fort. Mais comme ce besoin de croissance, on l'a en nous, il faut qu'on arrive à diriger cette croissance sans, vous voyez, croissance des connaissances, sans croissance de la consommation de matière et d'énergie. Il faut qu'on arrive à croître, mais en diminuant nos consommations de matière et d'énergie. Et il y a des tas de recherches qui marchent dans ce domaine. La recherche pour la préservation de notre milieu, ça marche bien. Les connaissances de nous-mêmes individuellement et collectivement, la phouloscopie dont je vous parle, c'est intéressant. Le plus difficile, c'est les connaissances de nous-mêmes. En pratique, c'est ça qui est le plus complexe, parce que c'est tellement plus facile d'explorer l'extérieur que soi-même. Voilà. Et je vous ai donné quelques exemples de recherche, les exoplanètes, en psychologie, en sociologie, en démocratie, renouveler une expérience démocratique mieux ressentie pour les gens, toutes les recherches sur la santé, à la fois sur les maladies, mais aussi sur la prévention, toutes les recherches sur l'énergie, parce qu'on a besoin de recherche encore en énergie, et tout ce qui est recherche systémique sur les vivants, les plantes, les nouvelles formes d'agriculture. Donc, on a encore une grande possibilité de recherche, mais il faut chaque fois qu'on fait des recherches et des innovations, se poser la question de l'impact de ces innovations sur notre écosystème, de manière à le préserver le plus durablement possible
et le plus longtemps pour nos descendants. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Maintenant, je vais descendre pour arrêter d'être... parce que pour répondre à vos questions, je n'ai pas besoin de lire ça. Merci. Voilà, merci beaucoup. J'aurais juste revenir en arrière, pas sur la conclusion, parce que là, il y a tellement de choses à dire, mais en arrière, disons, il y a quelques décennies, il y avait en France, il y avait des plans qui étaient justement, qui aidaient à la recherche appliquée et la recherche fondamentale aussi, des plans gouvernementaux, enfin des plans nationaux qui aidaient à cette recherche, qui étaient financés de façon par des institutions, donc par le gouvernement principalement. Tout à fait. Il y avait aussi l'armée qui participait beaucoup. Il y a eu le plan calcul par exemple. Le plan calcul, donc pour l'informatique, c'était aussi pour la bombe atomique, le plan calcul. Oui. Mais il y avait d'autres plans. Donc, qui tous avaient une vocation militaire. Il faut le reconnaître, c'était la DGRST, la DRME qui finançait ça. Mais toutes ces applications militaires avaient des applications civiles et pacifiques. Donc je pense au laser par exemple, donc des choses comme ça, donc qui a permis, le laser a été développé grâce à ça, et maintenant le laser, on n'en parle presque pas, ou pas du tout d'un point de vue militaire. Oui, on l'utilise, on utilise beaucoup les lasers. Surtout par l'espace peut-être, mais dans la vie courante, il est utilisé partout, donc, dans beaucoup de nos appareils. Et est-ce que ça a été remplacé, ça, justement? Alors, vous avez raison, il y a eu, ça fait effet d'Ardennes, hein, ou pas? Non, ça va. Il y a eu, dans le passé, de grands plans de recherche. Il y a eu tout le développement du nucléaire, hein, de l'énergie nucléaire civile. Hein, c'était des grands plans d'investissement de l'État. L'usine marémotrice de la Rance, hein, c'est De Gaulle qui a lancé ça. Hein. Donc il y avait une volonté de l'État, il y avait le plan calcul, l'aéronautique qui a été délocalisée à Toulouse, volonté de l'État. Hein. Donc il y avait dans le domaine des sciences et des techniques une stratégie de l'État. Maintenant, on est dans une recherche par projet où les chercheurs présentent des projets à l'ANR, à l'État, à l'Europe ou à la région, et on lui dit oui, non, etc., ou peut-être. Voilà. Et la plupart du temps, on ne donne même pas tout le financement. On ne donne qu'une partie du financement. Donc c'est ce qui rend les choses plus difficiles. Si vous voulez, si on voulait lancer des recherches pour économiser les ressources de la Terre, hein, que ce soit en matière ou en énergie, il faut que ce soit dirigé par une grande institution, ou l'État ou l'Europe. Voilà. Et pas avec des financements complexes, voyez, où on dépose un dossier, un an après on a une réponse, puis on aura l'argent 2 ans après, c'est pas sérieux, on n'avance pas. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il manque une volonté d'orienter fortement les recherches dans des politiques et de simplifier les processus. Moi qui ai œuvré toute une grande partie de ma vie dans la recherche, j'ai vu la recherche de financement se complexifier au fur et à mesure qu'on avançait, et je me dis, mais c'est pas raisonnable. On veut faire de la recherche ou on n'en veut pas? Et des fois, quand on nous demande d'avoir des financements croisés, il faut que vous ayez un financement de la région pour avoir un financement de l'État, pour avoir un financement de l'Europe. Ça ne va pas la tête. Hein, vous le voulez, cette recherche, ou vous ne la voulez pas? Voilà. Hein, et moi, quand j'étais DERT, il y a des chercheurs qui sont venus me voir parce qu'ils avaient trouvé une manière de booster les cellules tueuses de cancer qu'on a dans notre propre corps. Il y avait une très belle idée, j'ai pas réussi à leur trouver l'argent. Et je m'en veux encore, mais j'ai pas réussi, j'ai tapé à toutes les portes, hein, et j'avais des réseaux. Et je me suis dit, mais là on est en train de trouver, on a quelque chose, il faut le creuser. Ça aurait marché ou pas marché, mais si on ne le cherche pas, on est sûr que ça ne marche pas. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, on a un manque de cohésion, de direction et de finance. Il faut mettre le paquet.
Hubble, ça a coûté des milliards. Ça a coûté des milliards. C'est les États-Unis qui l'ont fait. Hein. Et puis maintenant, ils ont arrêté. Et il va falloir aller changer des composants, sinon il va s'arrêter. Ah ben, il n'y a plus d'argent. Bon, c'est peut-être pas très grave, mais ça montre. Hein. Alors peut-être ils vont aller chercher du financement privé pour qu'éventuellement, bon, ça on verra. Ça on verra. Voilà, j'ai répondu à votre question. Merci. Mais, disons que je pense qu'il y a une grande différence à faire entre les sciences de recherche fondamentale et les technosciences. Oui. Et que la désaffection du public actuellement est peut-être due aussi à une régression de l'enseignement des sciences, dans beaucoup de cas. Moi, c'est ce que je constate chez les jeunes. Hein. Oui. Et disons, l'impression que j'ai, c'est que beaucoup de bases fondamentales manquent à ces jeunes pour comprendre cette démarche de l'escalier dans la connaissance. Et parce que la science, c'est pas une école de la certitude. C'est une école, au contraire, comme vous l'avez dit, du doute. On doit pouvoir réfuter un truc scientifique si on a un autre fait qui se produit et qui le remet en cause. Et on doit l'admettre. Justement, on est dans ce... Et ça... Et l'observation du réel. Voilà. Et je trouve qu'au niveau de la formation des jeunes, on ne leur fait pas bien passer cette notion. C'est ça. On a l'impression qu'on leur dit que la science, c'est comme ça. Non. C'est ça. À un moment donné, l'évolution des connaissances fait que, actuellement, voici les faits qui nous amènent à penser que, mais demain, s'il y a un nouveau fait, eh bien, nous, on doit évoluer. Et là, il faut que les jeunes se rendent compte que de l'humilité qu'on doit avoir par rapport à la connaissance. Et alors, un problème que vous avez évoqué, c'est le lien entre la recherche fondamentale et le financement. Et maintenant, on voit de plus en plus, et avec la privatisation de beaucoup d'organisations de recherche, d'une part, que dans beaucoup de pays, le niveau dans une industrie qui avait avant un pool de recherche très important, ces pools de recherche diminuent, en Europe au moins, sont souvent repris par l'étranger, et il n'y a plus que le côté économique qui compte au niveau des sociétés. Oui, ce que je dis économique, mais commercial, et pas pour le bien de la société, je dirais. C'est uniquement pour un gain de profit énorme. Et on élimine tout ce qui n'est pas rentable. Et ce mot-là est pour moi épouvantable, quoi, la rentabilité. C'est ça, exactement, le bien commun. Hein, quand vous voyez que certains ont voulu privatiser les jets d'eau, privatiser l'eau, des choses pareilles, mais enfin c'est révoltant. Justement, pour rebondir sur la dernière remarque, c'est ce que j'ai entendu qui m'a agréablement surpris, parce que les fêtés, les derniers, c'est les recherches de vaccins contre le Covid, c'est quand vous dites qu'il y a une coopération internationale. C'est ce qui m'a profondément choqué à propos de la recherche du vaccin contre le Covid. À quel point le commerce et l'économique, comme a dit monsieur, s'est emparé de la société de la planète entière. Chacun son brevet, attention, on ne touche pas au brevet, on ne lève pas les brevets. Pendant ce temps-là, il y a des milliers de gens qui crèvent en Afrique et ailleurs, alors qu'il était possible, il aurait été bien plus rationnel et scientifique de faire coopérer toutes ces équipes de chercheurs en laboratoire. Et je pense qu'on aurait sauvé beaucoup plus de vies humaines pour rejoindre, parce que ça a des conséquences tout ça. Ensuite, c'est quand vous dites qu'il faut évoluer tout ça, je crois quand même savoir que, en fait, lorsque Einstein a trouvé la théorie de la relativité, ça n'a pas du tout détruit la théorie de Newton. Elle était plus large. Voilà, c'est plus large. Et plus profonde. Mais ça ne met pas en question le paradigme précédent. Ça ne remet pas en question, ça remet en question le modèle précédent, mais pas les observations précédentes. Et les observations, elles restent. Et il faut que le nouveau paradigme puisse inclure les résultats de l'autre, mais le modèle est différent. C'est le modèle qui change, mais qui doit inclure les résultats qu'on avait et qui étaient avérés. Sinon, ça ne marcherait pas. Voilà, c'est... Mais un des problèmes pour le vaccin à ARN, c'est que, en fait, c'est la recherche fondamentale dans les laboratoires et les organismes de recherche qui ont trouvé la technologie ARN.
Tout à fait. L'ARN, c'est pas des sociétés privées qui l'ont trouvé. Et donc ça a été financé avec notre argent collectif, Voilà. avec notre argent. Donc normalement, ça, c'est un peu choquant qu'après on puisse breveter sur quelque chose qui était au départ un bien commun. Ouais. Et ça, là, il y a un gap, quoi. Énorme. Ouais. Pour les gens qui ont suivi de près, disons, le monopole qu'a pris une firme sur ces vaccins, pour moi c'est absolument révoltant. Et d'ailleurs, l'inventeur de la technologie, ou de l'idée, disons, d'employer l'ARN messager comme vaccin, c'est le professeur Malone, un Américain, s'est exprimé là-dessus. Et ça vaut la peine d'aller l'écouter. Donc, là, nous assistons actuellement à des choses qui nous terrifient et nous désolent dans l'évolution de ce qu'on appelle... Et alors, d'où je comprends très bien le désarroi de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le détail vis-à-vis de ce qu'on appelle la science. Et ça, ce n'est pas de la science. Là, on est carrément dans du commerce ou de la corruption. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans de la spoliation du bien commun. Exactement. La dernière remarque, par contre, qui m'a frappé, c'est quand vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Parce que moi, je fais partie de tous ceux qui disaient et qui disent encore, à tort, que tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, ça vient de la tête des programmeurs, des chercheurs, tout ça. Ah bon? Eh bien voilà. Et là, il y a un saut. Oui, là, il y a Un saut de qualité, une rupture importante. C'est que maintenant la machine est capable d'avoir des concepts et d'avoir des déductions et des idées. Dans le cas d'une démarche scientifique, je crois qu'on ne doit jamais imposer une pensée. On doit donner les éléments qui permettent aux gens de se faire la pensée par eux-mêmes. Moi, je crois beaucoup à la démocratie, et pour que la démocratie fonctionne, il faut que les gens soient éclairés. Et donc, ce qui m'importe, c'est de donner les éléments de compréhension pour que les gens se saisissent d'une question et trouvent aussi la solution et acceptent d'en débattre. Pour moi, la science, justement, ça ne ressemble pas du tout à la politique. Parce que des politiques qui se basent sur des faits, qui confrontent leurs expériences au réel et qui améliorent en fonction des résultats et qui sont capables de débattre avec d'autres politiciens sur des vraies questions, eh bien moi, j'en connais pas. Voilà. J'ai bien résumé. Donc pour moi, non, justement, je pense que la science peut contribuer à revivifier notre société. Et que justement, et que la politique est plus proche de la croyance que de la science. Et je préférerais que la politique soit proche de la science. C'est effectivement que je constate que des gens utilisent la science comme une croyance. Alors que justement, la science, c'est un état de connaissance à un moment donné. Peut-être au fait que les gens sont à la recherche de croyances aussi, et qu'ils aiment avoir des certitudes. Et la science, c'est pas forcément une certitude. Voilà. Et du coup, c'est plus inconfortable. Une croyance, c'est confortable. Si on peut croire à des choses qui nous font du bien et qui sont un peu intangibles. La science, non, c'est pas intangible. Et donc, moi, c'est vrai que je suis gênée quand je vois des gens qui utilisent la science comme une croyance et qui, du coup, à partir du moment où quelque chose à l'heure actuelle n'a pas été observé, ils disent que ça n'existe pas. Moi, j'aime pas cette attitude. Si ça n'a pas, si c'est le fait qu'il y avait plein de trous noirs dans l'univers ou qu'il y a des exoplanètes, avant on l'avait pas observé. C'est pas parce qu'on l'a pas observé que ça n'existe pas. Tout à l'heure j'ai pris l'exemple de la télépathie, j'en sais rien si ça existe ou pas. Mais moi, s'il y a des gens qui veulent faire des recherches sur la télépathie, je trouve que c'est bien qu'ils en fassent. Et si on découvre qu'on a de nouvelles possibilités, eh bien ça sera très bien. Et puis si on découvre qu'on n'en a pas, eh bien ça sera très bien, on aura bien fait de faire de la recherche. Donc moi je n'aime pas qu'on utilise la science comme un moyen de réprimer la curiosité et l'inventivité humaine.
Il faut qu'on se pose constamment des questions, on en a envie, et des gens qui vous disent non c'est comme ça et c'est pas autrement, ben c'est pas une attitude scientifique. Hein. Et si on m'explique que c'est pas comme ça, il faut qu'on me démontre pourquoi c'est pas comme ça. Oui, et pas qu'on me l'assène comme une croyance. Si je peux me permettre, vous allez dans une école. Comment vous apprenez les choses? Par cœur, on vous explique rien du tout, on n'expérimente pas. Voilà la seule raison. Au niveau de l'école, il faudrait apprendre par l'expérimentation et non pas apprendre par des livres, par des gens qui disent un peu n'importe quoi. Vous êtes un adepte de la... C'est l'esprit scientifique. Est-ce que vous connaissez l'association La main à la pâte? Oui. La main à la pâte, c'est une association fantastique. Ce qui est embêtant, c'est que ce ne soit pas diffusé tout partout dans toutes les écoles, parce que c'est apprendre la science à partir de l'expérience. Et dans les congrès de culture scientifique où j'ai participé avec des jeunes, j'étais à un grand congrès scientifique des jeunes du monde entier qui venaient montrer les expériences qu'ils faisaient en science. Ça, c'est formidable, parce que c'est là qu'ils apprennent toute la méthode scientifique et qu'ils se rendent compte de la différence qu'il y a entre science et croyance, et qu'en plus, ça leur donne le goût d'apprendre, le goût d'innover, le goût d'inventer, etc. Et à l'heure actuelle, il y a une baisse de formation dans ce domaine, alors qu'elle me semble indispensable si on veut trouver des solutions aux problèmes qui nous assaillent. Je crois qu'on va arrêter là cette soirée.